Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur RTI 1 et bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, depuis le 31 décembre 2019, le monde entier fait face à une épidémie sans précédent. Il s'agit du Covid-19, 93 pays touchés, environ 102 000 cas confirmés. On enregistre à ce jour près de 300 500 décès selon les chiffres donnés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui aujourd'hui a pour objectif d'interrompre la transmission interhumaine, donc de stopper la propagation de la maladie. En Côte d'Ivoire, aucun cas de Covid-19 n'a été identifié et les mesures sont prises pour que la situation demeure ainsi. Alors ce soir, sur le plateau de RTI 1, mesdames et messieurs, nous en parlons. Il est question donc sur ce plateau d'élucider, d'expliquer la synergie d'action de lutte contre le Covid-19, le coronavirus. Alors pour ce faire, nous avons réuni autour de ce plateau des experts en la matière. Alors Dr Eugène Akaolé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Professeur Joseph Bénier-Bivreau, directeur de l'Institut national d'hygiène publique et coordonnateur du Centre des opérations d'urgence. Professeur Mireille Dosso, directrice générale de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Et enfin, professeur Serge Éolier, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bonne fête à vous. Merci. Également, bonne fête à toutes celles qui nous suivent sur RTI 1. Alors, messieurs les professeurs, bonsoir à vous. Bonsoir, alors, madame. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale. Mais avant les discussions, je vous propose de suivre cet élément. Environ 102 000 cas confirmés et près de 3 500 morts à travers le monde. Voici un point de la situation du coronavirus. Selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à la date du 7 mars 2020, 93 pays sont touchés alors que les États renforcent leur plan de réponse. Alors c'est un sujet proposé par Salima Toudia. Regardez. 101 927 cas confirmés, dont 3 737 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. C'est le bilan des coronavirus présents dans 93 pays et responsable de 3 426 décès. Le continent africain n'est pas épargné avec 9 pays touchés. L'Algérie compte 17 cas, le Sénégal 4 cas, l'Égypte note 3 et le Cameroun 2 cas, ainsi que le Maroc. Ajoutez à cela, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Togo enregistrent chacun un cas. Aucun décès n'est enregistré pour l'heure dans ces 32 cas d'infection par Covid-19, des cas importés pour la plupart dont la source d'infection se trouve en dehors du lieu de déclaration. Seulement le Cameroun et l'Algérie ont eu une transmission locale. La surveillance mondiale de l'infection humaine par Covid-19 est périodiquement mise à jour lorsque les indicateurs de l'OMS affichent des risques très élevés, autant en Chine, au niveau régional qu'au niveau mondial. Identifier, isoler et soigner les patients à un stade précoce réduit la transmission à partir de la source animale ou encore interrompre la transmission interhumaine, notamment en réduisant les infections secondaires chez les contacts étroits ainsi que chez les travailleurs de la santé, sont entre autres les objectifs stratégiques de l'OMS qui a par ailleurs activé le plan R&D pour accélérer les diagnostics, les vaccins et les traitements. Pour l'heure, c'est avec plusieurs réseaux de chercheurs et d'autres experts que l'OMS travaille pour coordonner les travaux au niveau mondial. Bien, voici donc, messieurs, le point sur l'évolution du coronavirus dans le monde. Alors, le virus se propage rapidement, en cause peut-être les contacts, le trafic entre les hommes, les pays et bien d'autres aspects. Mais il s'agit ici de nous accorder avant tout développement sur le Covid-19. Alors, c'est quoi exactement ce virus? Était-il déjà connu des hommes? On va commencer par vous, monsieur le ministre. On va commencer par les spécialistes. Oui. C'est une question Merci d'expert. beaucoup. Non, c'est un nouveau virus qui est apparu. Il n'était pas connu. Il y a d'autres virus de la même famille qui sont connus et qui ont aussi donné des épidémies. C'est le cas du virus du syndrome respiratoire aigu en 2003 et aussi du syndrome d'Arabie Saoudite en 2012. Mais celui-là, il est nouveau. Il est nouveau, il n'a jamais été contracté par un humain? Non, il n'a jamais été contracté par un humain. Et en fait, c'est une situation qui va se reproduire malheureusement dans le temps. Dans ce cas-là, professeur Dosso, d'où vient-il? En fait, il vient du règne animal.
C'est un virus de la faune sauvage. Et c'est, disons, plusieurs virus de la faune sauvage qui se sont, disons, recombinés, comme on dit, pour faire maintenant un nouveau virus qui est transmissible à l'homme. Alors, est-ce qu'à ce jour, les scientifiques peuvent nous dire exactement de quelle, je vais dire, vous avez dit de la faune sauvage? Oui. Alors, de quelle espèce? Les pistes qui sont avancées pour l'instant, c'est principalement le pangolin et puis aussi les chauves-souris. Mais il faut dire quand même que les chauves-souris sont des réservoirs de coronavirus en temps normal. Des réservoirs de coronavirus, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que c'est un virus qui circule normalement chez les chauves-souris et elles ne sont pas malades en temps normal. Elles ne font pas la maladie? Non, elles ne font pas la maladie. Mais c'est la combinaison de plusieurs de ces virus qui peut faire sortir un nouveau virus qui, lui, sera transmissible à l'homme et comme l'homme ne le connaît pas, il fera donc la maladie. Alors, on va faire des précisions également sur le nom de cette maladie, Covid-19. Pourquoi Covid-19? Ça veut dire quoi exactement? Oui. Alors, Covid-19, Co, ça veut dire corona. V, ça veut dire virus. I, infectious. Et puis D, disease 2019. Ça, c'est le nom de la maladie. La maladie s'appelle Covid-19. Mais le virus, lui, s'appelle SARS-CoV-2. Et on voit qu'il est apparenté avec le premier virus du SARS qui a été, disons, qui a provoqué une épidémie en 2003. Alors, donc, d'où vient l'appellation coronavirus? Coronavirus, c'est un grand groupe. C'est un grand groupe. Voilà, c'est le nom d'un grand groupe. C'est dû à sa forme, en forme de couronne. C'est pour ça que ça s'appelle coronavirus. Alors, le professeur, vos participations sont les bienvenues. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce qui fait la particularité du virus, du Covid-19? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Mais sa particularité est que la population humaine n'a jamais été en contact avec ce virus. Et donc, ça provoque des troubles dans la population humaine. C'est ça sa particularité. C'est que ça n'a jamais été contracté par un humain. Oui, c'est ça. Alors, comment peut-on l'identifier ou faire la différence entre le Covid-19 et d'autres mots courants? Comment? Oui, allez-y. Il faut dire que c'est une maladie qui ressemble à s'y méprendre à la grippe, hein, on dirait, en termes de symptomatologie. Oui. C'est pratiquement les mêmes signes que la grippe, c'est la fièvre. C'est un sujet qui va présenter des céphalées, qui va présenter des maux de gorge, qui peut présenter aussi une détresse respiratoire. Mais le laboratoire, c'est le laboratoire seul qui peut faire le diagnostic de façon formelle. Non, autrement dit, les populations ne peuvent pas, chez elles, je ne sais pas, dire que j'ai le coronavirus ou bien j'ai contracté ce virus-là qui s'apparente peut-être au coronavirus. Il faut forcément aller à l'hôpital ou bien dans un centre dédié, c'est ce que vous voulez dire? Oui, ce n'est qu'à l'hôpital qu'on peut en faire le diagnostic. En étant à la maison, on ne peut pas faire le diagnostic et donc on ne peut pas faire une automédication. On ne doit même pas faire une automédication. Donc, en pareille circonstance, quand on a ce signe, c'est mieux d'alerter et puis l'équipe se rendra sur place pour faire le diagnostic éventuellement et plus tard au niveau du laboratoire. Pour d'abord examiner la personne et suspecter la maladie éventuellement et puis faire le diagnostic. Mais donc, dans ce cas-là, en ce qui concerne les symptômes, vous dites qu'il s'agit de la fièvre, de la toux, peut-être de l'essoufflement et tout cela. Alors, c'est vraiment commun à certaines maladies que nous contractons sous nos tropiques. Alors, vraiment, comment faire le distinguo pour les populations qui se trouvent peut-être à Man ou à Zonia, ou je parle de Tingré-là? Comment? Non, mais il y a un élément ici qui est important. Il n'y a pas un élément qui sort du lot? Il y a quand même le lien épidémiologique, ce que nous appelons lien épidémiologique. Quand la personne, c'est un sujet qui a présenté ces signes et qui vient d'une zone qui est affectée, c'est un élément qui peut nous orienter. Et on en tient compte justement dans la définition des cas. Alors, finalement, l'on constate que depuis l'apparition du virus, il n'y a pas de foyer en Afrique et dans les États, dans les pays tropicaux. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait expliquer cette localisation du virus? Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Je pense que déjà,
Professeur Beignet vous l'a dit, hein, on est dans des syndromes respiratoires aigus qui se voient dans toutes les maladies respiratoires. Et dans le cas particulier du Covid-19 ou de la grippe, on a toujours besoin du laboratoire, mais il faut que le laboratoire puisse répondre de manière rapide et quantitative aussi à toutes ces demandes. Mais si aujourd'hui tous les syndromes grippaux viennent au laboratoire, on ne pourra pas y répondre. Mais justement. Raison pour laquelle on essaie de faire ce lien épidémiologique en disant vous venez de tel pays, vous avez tel symptôme, et on va essayer de faire le diagnostic du laboratoire. Donc je crois que ça, c'est un élément essentiel qu'il faut prendre en compte dans la définition du cas. Il y a 93 pays, peut-être que bientôt on ne pourra plus faire de lien épidémiologique. Oui, et ça me permet de revenir à votre question sur l'Afrique. À chaque fois, on nous pose cette question, pourquoi l'Afrique n'est pas touchée? La première réponse que je vais vous donner, c'est qu'on ne cache rien en Afrique. On a un système aujourd'hui qui est basé sur des fondamentaux de la surveillance des maladies, en particulier ces maladies respiratoires. Si en Côte d'Ivoire, on avait vu une augmentation brutale des cas de grippe, on se serait dit qu'il y a un phénomène qui intervient. Pourquoi il y a autant de cas de syndrome grippaux? Là, on pourrait dire qu'il y a une introduction de cette nouvelle maladie. Si on avait une augmentation d'une nouvelle maladie qui se révèle par des infections pulmonaires sévères, qu'on aurait vu dans les services de maladies infectieuses, en pneumologie ou en réanimation, on vous aurait dit qu'il y a une inquiétude qu'on doit avoir. Le professeur Beignet est présent, Mme Dosso est présente. Chaque fois qu'on a une alerte, on va investiguer. Pas dans le cas du Covid, de ces nouvelles maladies. Alors, rassurer la population, pour le moment, il n'y a pas de cas en Côte d'Ivoire. Concernant l'Afrique, tous les pays africains confondus, en actualisant les dernières données, on n'est pas à 100 cas. Et la majorité des cas sont des cas importés. Nous n'avons pas encore un seul cas autochtone. Les cas autochtones que vous avez en Algérie, sur les 19 cas, ce sont des cas familiaux, regroupés. Donc, on ne va pas dire que l'Afrique va y échapper, mais pour le moment, il n'y a pas de cas. On ne va pas créer des cas. Oui, on ne va pas créer des cas, mais en même temps, on veut expliquer pourquoi l'Afrique n'a pas de cas. Ce n'est pas parce qu'on veut que l'Afrique ait des cas. Non, loin de là. Mais les Ivoiriens, les Africains se posent des questions. Est-ce que c'est la chaleur qui serait favorable à l'Afrique? Je vais vous donner des éléments de réponse assez rapidement et le professeur Beignet va compléter. Lorsqu'on parle de grippe saisonnière, le mot grippe, Mme Dosso va me corriger, le mot influenza, ça venait d'un mot italien, influenza freddo, influencé par le froid. Donc on pense que c'est le froid qui entraînait la grippe saisonnière. Mais si vous allez aujourd'hui, il y a deux hémisphères, un hémisphère nord et un hémisphère sud. L'hémisphère sud, qui est l'Australie aujourd'hui, il y a des cas. Et ils sont en période d'été. Il y en a à peu près 80 cas en Australie. Donc il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Donc on ne peut pas dire que c'est la chaleur. Mais nous sommes aujourd'hui à l'épreuve. Il y a des cas qui sont apparus en Afrique. 4 cas au Sénégal, 1 cas au Togo, 2 cas au Cameroun. On verra si ça augmente. Mais ça va être une maladie qui va évoluer sur le long terme. On ne va pas dire que ça va disparaître en 6 mois, en 2 mois. Mais on n'est pas aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire pour discuter de chaleur ou de fraîcheur. On est dans une situation de contrôle d'une maladie qui va arriver. La grippe arrive en Côte d'Ivoire, il y a des cas de grippe. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que les Ivoiriens, les Africains se posent toutes sortes de questions. Et dans la manipulation des informations, il peut avoir des informations qui ne sont pas vraiment très justes. Donc, ils veulent savoir si peut-être c'est parce qu'ils sont en Afrique, c'est parce qu'il fait très chaud sous nos tropiques que peut-être que la maladie, le virus n'arrive pas à évoluer, n'est pas à son aise ici. Donc ils veulent tout simplement savoir, est-ce que les scientifiques peuvent nous dire avec certitude aujourd'hui que c'est parce qu'il fait chaud en Afrique qu'on n'a pas vraiment, la maladie ne se propage pas? Les scientifiques vous disent non, ce n'est pas une réponse à prendre. Non, ce n'est pas une réponse à prendre. On vient d'avoir nos premiers cas importés. Oui. On va suivre au plan épidémiologique, voir si ça augmente. Mais ce n'est pas une question de chaleur ou de fraîcheur. De fraîcheur, d'accord. Quand on dit cas importés, cas autochtones, quelle est la différence? Professeur Beignet, le spécialiste de l'épidémiologie, professeur Beignet, éclairez-nous. Le cas importé, c'est le cas qui n'est pas ici, qui ne vient pas d'ici. Donc un cas qui vient de l'extérieur est un cas importé. Le cas autochtone, c'est le cas qui est ici, qui a ressurgi ici.
Donc, vous voyez, là, par exemple, si on prend l'exemple du Togo, je crois que c'est un cas autochtone. C'est la personne qui réside là, qui a fait la maladie, qui a sûrement été contaminée. Mais le cas importé, c'est celui qui vient de l'extérieur. Voilà la différence. D'accord. Alors, permettez-moi de toujours faire l'écho des idées conçues qui se profilent dans la population, alors qui circulent un peu sur ce virus-là, notamment le fait que l'Afrique serait immunisée de façon naturelle à cause de certains facteurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Africains sont de façon naturelle immunisés contre le coronavirus? Ce serait une de nos nouvelles spécificités. Vous savez, il faut cesser de penser qu'on est immunisé contre certains facteurs. D'où part cette rumeur. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et de peurs qu'il faut contrôler. Ce n'est pas du patient camerounais hospitalisé à Wuhan qui est sorti guéri. On a dit que c'est parce qu'un Africain qu'il est sorti guéri. Mais je rappelle que dans 98% des cas, on guérit. Il y a 50 000 patients qui sont sortis guéris aujourd'hui et un Africain. Donc les 49 999 qui ne sont pas africains, ils sont immunisés aussi. Donc il faut qu'on ait des... Je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais il faut que les réponses soient justes. On n'a pas une meilleure immunité parce que pour le moment, on n'est même pas encore confronté à ce virus-là. On ne peut pas poser des réponses sans avoir eu des documentations scientifiques. Voilà, donc il n'y a pas une meilleure immunité. Mais il faut retenir que c'est une maladie banale au départ. C'est 80% de formes simples, comme une grippe, comme le professeur Beignet l'a dit. À peu près 15% de formes qui seront un peu plus sévères qu'on doit hospitaliser et 5% qui ont besoin de réanimation. Mais c'est une maladie banale au départ. Je comprends que vous fassiez l'écho des populations, de leur inquiétude, mais je pense que nous avons ici tout de même des experts, des scientifiques. Oui. Voilà, donc les scientifiques ne sont pas dans les spéculations. Je crois qu'en l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas affirmer que c'est parce qu'il y a plus de chaleur ici. Donc je pense que ça doit pouvoir rassurer nos compatriotes. Alors, est-ce qu'on en guérit définitivement? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de possibilité de rechute? Encore une fois, c'est toujours... La science est très particulière. La science fait de l'émotion sur quelques cas. Il y a eu 2 cas qui ont rechuté parce qu'on avait déclaré qu'ils étaient guéris virologiquement. Mme Dosso complétera. Et après 2 semaines, on a vu qu'ils avaient rechuté. Mais une fois qu'on est guéri, on est guéri contre cette souche de corona circulante, celle-là actuellement. Mais si l'année prochaine, et j'espère que ça va s'arrêter, mais si l'année prochaine, il y a une autre souche qui circule, on pourra refaire une infection à corona. Ce n'est pas une guérison, une immunité définitive. Comme on dit. Mais dès qu'on est guéri de cette souche, on est guéri. Je pense que Mme Dosso pourra compléter. Professeur Dosso. Merci. C'est exact. Quand on fait une maladie, on est immunisé contre la souche, contre le virus qui vous a infecté. S'il y a un autre virus qui vient, bon... Voilà. Maintenant, je voudrais dire un peu pour compléter, nous n'avons pas eu d'épidémie de Zika. Nous n'avons aussi pas eu d'épidémie pandémique H1N1. C'est la même situation dans laquelle nous sommes. Bien. Alors, dans les statistiques données sur les cas infectés et les décès suite à l'infection due au Covid-19, les adultes sont les plus touchés et les enfants sont épargnés. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette catégorisation? D'accord. Les enfants ne sont pas épargnés. Il y a des enfants. Les enfants, je vous donne un exemple simple, très pratique. Vous voyez le bateau qui était isolé au large du Japon. Lorsqu'on a regardé, on a stratifié, les enfants avaient été autant infectés que les adultes, en dessous de 20 ans. Mais les enfants n'expriment pas la maladie. C'est différent. Les enfants peuvent être infectés, mais ne vont pas développer la maladie. Mais c'est connu pratiquement pour toutes les maladies virales. Pourquoi? Les enfants ont une immunité particulière qui fait qu'ils n'expriment pas les maladies plus sévèrement que les adultes. Je vous donne un exemple tout simple. Un enfant fait une rougeole, s'il n'a pas de comorbidité, il va faire une rougeole
qui ne va pas être très compliqué. Un adulte fait une rougeole, il fera une rougeole compliquée. C'est un problème d'immunité que les enfants ont, mais qu'on ne peut pas vraiment expliquer au jour d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas transmettre la maladie et ne vont pas être infectés. C'est différent. C'est totalement différent. Raison pour laquelle il faut penser à un vaccin. Oui. Voilà, c'est l'essentiel. Et les scientifiques y pensent en ce moment même. Oui, oui. Oui, professeur, vous avez quelque chose à ajouter? Non, avant le vaccin, il faut dire qu'en termes de facteurs de risque, c'est connu que les personnes qui ont plus de la cinquantaine sont plus exposées que d'autres, mais surtout, il y a le fait que chez les personnes qui présentent d'autres pathologies associées, telles que les maladies chroniques, si vous prenez l'hypertension, le diabète ou bien les maladies cardiovasculaires, on s'est rendu compte, et ça a été prouvé, que ces personnes-là font plus de complications que les autres. Donc, ça peut expliquer le fait qu'il y ait plus d'adultes qui sont atteints que des enfants. Mais les enfants ne sont pas épargnés du tout, loin s'en faut. Bien, alors... Voilà, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur RTI1. Le Covid-19 retient notre attention afin d'expliquer au mieux tout ce qui concerne cette maladie qui se propage dans le monde. Alors, le Covid-19 est devenu une préoccupation mondiale, malgré le peu de cas enregistrés dans les pays africains. En Côte d'Ivoire, tout le monde en parle. Que pensent donc les populations face à la montée du Covid-19? Alors, suivons ces propos recueillis par Christ Diomandé. Nous, on est plutôt content d'avoir quitté la France par rapport au coronavirus. On est très content d'être chez vous, on n'a pas peur du tout. Honnêtement, l'aéroport, dispositif très correct. Au niveau des visas, on a été surveillé, prise de température. Non, il y a une belle organisation, je pense, au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à ce problème tragique, malheureusement. Franchement, je suis très inquiète parce qu'il y a eu des maladies par le passé et attendre encore que le coronavirus est en train de faire ravage partout, moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est vrai qu'il y a des attitudes à tenir, mais on ne sait pas aussi comment est-ce que ça se manifeste exactement. Donc, du coup, moi, s'ils ont pris des précautions, moi, franchement, ça va nous arranger, nous tous. Ayant confiance à la médecine ivoirienne, je ne crains pas. Parce que tout est mis en œuvre. Le gouvernement a tout mis en œuvre. Et les techniciens à la matière sont à pied d'œuvre pour que cette maladie épargne la Côte d'Ivoire. J'évite trop de flipper par rapport à ça parce que je me dis que la majorité des gens ne sont pas infectés, donc je vois pas pourquoi on aurait... Au niveau de l'aéroport, on nous a pris la température, donc on est rentré, si on a la bonne température, on a un formulaire à remplir et voilà. Et il est très très bien de ce point de vue-là. Ouais. Tout le monde a peur d'une maladie et puis c'est une maladie qu'on n'a pas encore trouvé de remède, donc c'est normal que ça me fait peur. On a peur. En Côte d'Ivoire, ici, nous, on prie Dieu qu'il ne faut pas savoir rentrer ici. Je sais que nos autorités ils ont pris des mesures bien conséquentes, bien solides pour que cette maladie-là n'arrive pas ici. Donc, je suis confiant et je crois en Dieu. Donc, je pense qu'avec les précautions qui ont été prises par notre gouvernement, et les Ivoiriens sont conscients. Il y avait l'Ebola, on a pris des mesures, Dieu merci, on a évité cette maladie. Je pense que ça sera le cas par rapport à la maladie coronavirus. Bien voilà, retour en plateau, le Covid-19 en question. Les craintes sont réelles et souvent vives. Quant à la propagation de la maladie dans les pays africains, vous avez pu le voir, messieurs, madame, dans cet élément. Alors, face à ces craintes, est-ce que la Côte d'Ivoire est prête pour apporter une réponse idoine à la pandémie? Oui, alors, professeur. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions. Vous avez dû écouter le monsieur qui disait que le gouvernement a fait le nécessaire pour qu'on évite la maladie. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions. La preuve, au niveau à 5 niveaux, nous avons tous les éléments. D'abord, du point de vue général, dès les premiers instants de cette épidémie, on n'a pas attendu que l'Organisation mondiale de la santé déclare l'épidémie comme urgence de santé publique de portée internationale. L'État de Côte d'Ivoire, à travers M. le ministre de la Santé lui-même qui est là, a pris les dispositions en activant le centre des opérations d'urgence de santé publique. Automatiquement, des réunions du comité de crise ont été instituées. Et M. le ministre lui-même guide et préside ces réunions de crise. Et au niveau du renforcement du système de santé, tous les directeurs départementaux et les directeurs régionaux de la santé
ont reçu des directives. Et une rencontre même a eu lieu en présence sous l'égide de M. le ministre, qui leur a donné leur feuille de route pour qu'ils mettent en pratique les dispositions qui sont prises au niveau local. Et toujours dans le cadre du renforcement du système de santé, au niveau du laboratoire, qui est un élément important, un maillon important de cette chaîne, le laboratoire a été renforcé. Le personnel a commencé à être formé. Vous savez, avec Ebola, nous avons cette expérience d'Ebola qui a permis au personnel d'acquérir des capacités. Et il faut dire qu'en termes de prévention, c'est pratiquement les mêmes éléments de prévention. Donc le personnel qui a déjà ces capacités-là, nous avons juste à le remettre à niveau par rapport à cette nouvelle épidémie. Et je pense que les choses devraient pouvoir aller très rapidement. Ensuite, au niveau de l'information, de la connaissance de la maladie à la population, vous l'avez constaté, et cette émission rentre dans ce cadre. Comment expliquer à la population le mode de transmission, les facteurs de risque, le traitement éventuel et puis les mesures de prévention? C'est ce qui a permis à la population de connaître davantage. Et pour preuve, madame, vous allez constater qu'avant véritablement qu'on ne passe à cette vitesse-là au niveau international, le centre des opérations, le centre téléopérateur, le 143, qui enregistre les appels, on était à 243. Mais aujourd'hui, nous en sommes à près de 800 personnes qui ont appelé depuis le début. Donc vous voyez l'intérêt, l'engouement qu'il y a autour. Et je continue après donc le renforcement du système. Il y a également le renforcement du contrôle à l'aéroport. Vous avez dû le constater au niveau de l'aéroport. Ça a été renforcé. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui vient par avion, dès qu'il arrive, automatiquement, il est dépisté avec le thermomètre ou bien avec la caméra thermique. Ensuite, il passe à la deuxième phase. On lui dit d'utiliser le gel. Il utilise le gel, il doit le faire systématiquement. Et après, nous avons des fiches que nous avons données au niveau des compagnies aériennes ou bien même au niveau des passagers qui arrivent. Et je crois que c'est le lieu pour moi de présenter nos excuses pour quelques désagréments que les passagers ont dû avoir lors de ce passage-là. Mais il faut savoir que ça s'impose et on doit pouvoir s'accommoder. Mais justement, il y a eu des passagers qui ont échappé au contrôle de l'aéroport. Vous avez, par rapport à l'actualité, est-ce que vous arrivez à... Vous avez dit vous arrivez à tracer tous les passagers qui rentrent en Côte d'Ivoire. Mais selon l'actualité, des passagers auraient échappé à ce contrôle-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le ministre? Vous voulez dire quelque chose? Oui. Non, ce qu'il faut dire ici, c'est que les passagers remplissent... Il y a des fiches sanitaires qui sont remplies. Mais nous bénéficions... Dans ce combat que nous menons, d'une très bonne collaboration des pays qui présentent ce risque, notamment la Chine. Vous connaissez l'esprit de discipline des Asiatiques. Quand ils viennent, c'est très souvent eux-mêmes. Ils nous signalent lorsque il y a des cas de leurs compatriotes, l'ambassadeur de Chine, quand il a des compatriotes qui présentent ces symptômes, ils nous le signalent. Donc, dans tous les cas, nous les retrouvons où ils sont et l'équipe d'intervention rapide leur rend visite. Vraiment, il n'y a rien à inquiéter. Je vais même vous dire qu'il y a eu un cas comme ça à San Pedro. Hein. Il y a un Asiatique qui est arrivé par le port de San Pedro et ça nous a été signalé. Vraiment, moi, je loue l'esprit de discipline des Chinois et cela mérite que ça serve de modèle, même pour nous. Pour nous-mêmes. Mais je crois que le professeur Béni a parlé du port. Il y a plusieurs portes d'entrée. On a dit que la maladie est importée. Oui, donc, la maladie est importée. Il n'y a pas de cas autochtone, comme vous l'avez dit, pour employer vos mots. Alors, on l'a vu à l'aéroport, il y a tout un dispositif de contrôle sanitaire pour prendre les températures. Et même, il y a les gels et tout cela. Il y a des informations qu'il faut renseigner. Alors...
Mais il y a, au niveau de deux ports, on a deux ports, le port d'Abidjan et celui de San Pedro, sans oublier les frontières terrestres. Alors, Noé, tout cela, il y a le nord de la Côte d'Ivoire, il y a des portes d'entrée qui peut-être souvent même échappent, je veux dire, au contrôle douanier. Il y a tout ça. À quel niveau en êtes-vous vraiment pour la mise en place du dispositif à toutes ces entrées-là, ces petites entrées qui peuvent peut-être... Madame, le dispositif est en place à toutes les portes d'entrée. La semaine dernière, le mercredi, nous étions au port, nous sommes montés dans un navire. Et vous savez que s'agissant de bateaux, le contrôle se fait en mer avant que le bateau entre. S'il n'y a pas de cas suspect, le bateau entre. Et je suis allé moi-même au port d'Abidjan pour faire ce texte-là. Le samedi, nous étions à Noé, le directeur général également, de l'Institut national d'hygiène publique. Nous étions à Noé. Donc nous passons par tous les ports d'entrée. Et je peux vous dire que nous avons au total aujourd'hui 13 portes d'entrée, dont 2 par voie maritime, l'aéroport et 10 entrées terrestres qui sont parfaitement identifiées au nord du côté de Ouangoro, l'allée Rabat, à l'ouest avec le Burkina, également avec le Mali, c'est Pogo, avec la Guinée, vous avez Ouaninou, vous avez Minignan également. Je peux vous citer. Oui, d'accord. Donc nous le maîtrisons et nos équipes sont en place. Oui, les équipes sont en place là-bas. Le dispositif sécuritaire de contrôle de protection est là. Alors, on va prendre un cas vraiment très simple. Est-ce que la Côte d'Ivoire est préparée si un cas est signalé en dehors d'Abidjan, peut-être à Bouaké, à Korogo, à Mans, qui n'est pas peut-être entré par les portes d'entrée? Est-ce que le malade peut être pris en charge dans ces villes? Si ce n'est pas à Abidjan, si c'est à Korogo, à Bouaké, à Mans, à Daloa, est-ce que le malade peut être pris en charge dans ces villes? D'abord, je dirais que ça suppose qu'un prélèvement a été fait, parce qu'on ne l'affirme pas comme ça. Oui, oui. Voilà, oui, donc votre malade, est-ce que votre malade, on lui a fait un prélèvement? Est-ce que l'Institut Pasteur Côte d'Ivoire a fait les analyses et a testé qu'il s'agit d'un cas positif? Donc, il faut d'abord régler ça avant de dire qu'il est malade, si on n'a pas ce cas. Vous voyez? Donc, ça doit venir aujourd'hui. C'est l'Institut Pasteur Côte d'Ivoire qui est habilité, qui est le laboratoire de référence pour nous dire que c'est un cas à coronavirus ou pas. D'accord. Alors, plusieurs informations à l'effet de prévenir les voyageurs sont véhiculées. Alors, quelles sont à ce jour les mesures préventives d'hygiène préconisées, tout simplement? Alors, les mesures, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement les mêmes mesures comme Ebola, c'est-à-dire les mesures d'hygiène, essentiellement les mesures d'hygiène. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, qui présente la fièvre et qui vient d'une zone affectée, je crois qu'il faut s'en prévenir. Et puis, surtout, ayons l'habitude, continuons à avoir l'habitude de laver les mains. On l'a dit, on ne cessera jamais de le dire. Il faut se laver les mains, même peut-être 10, 15, 20 fois par jour. Ça permet d'éliminer, en tout cas, le germe, le virus. Ensuite, il faut également avoir l'hygiène de la toux. Donc, quand on tousse, c'est mieux de tousser dans un mouchoir en papier. Un mouchoir en papier que vous jetez dans une poubelle qui est fermée, que vous refermez. Et si vous n'avez pas de mouchoir, il faut tousser dans le creux du coude. Vous toussez comme ça. Ça permet de circonscrire l'endroit pour le virus. Mais en plus de ça, il faut avoir l'habitude aussi d'aérer les pièces. Il faut aérer les pièces parce qu'on a dit, c'est pas avoir aéré. Donc, il faut aérer les pièces pour que l'air puisse circuler. Et il faut également éviter le contact inutile avec les animaux qui sont morts de causes inconnues. Parce que Mme Dosso l'a dit tout à l'heure, la transmission, initialement, vient d'un animal. Donc, il faut l'éviter également. Et puis, il faut, en cas de nécessité, porter le masque. Le masque qui permet de prévenir, de réduire un tant soit peu la transmission. Alors, justement, à propos du masque, est-ce qu'on en a suffisamment en Côte d'Ivoire pour couvrir le besoin? Vous savez que le gouvernement, comme on l'a dit, très tôt, a pris la mesure de cette menace
et à débloquer immédiatement les premiers moyens par rapport, disons, au défi d'urgence qui a été présenté, et c'est dans l'ordre de 600 et quelques millions de francs CFA qui a été débloqué immédiatement. Donc aujourd'hui, nous avons suffisamment de masques, hein, au moins nous avons plus de 500 000 masques disponibles, comme nous avons également des gants, plus de 1 million de gants. C'est disponible. Et comme, heureusement, le coronavirus n'est pas entré ici, donc nous sommes en position donc, de pouvoir faire face. Alors, est-ce que les solutions hydroallergéniques sont-elles vraiment efficaces contre le virus? Oui, les solutions hydroalcooliques sont des solutions qui sont efficaces. Ça a été testé, hein? Ça a été testé aussi bien au niveau du Laboratoire national de la santé publique que de l'Institut Pasteur. C'est une solution qui a fait son effet. Mais il faut dire surtout que quand on peut se laver les mains et puis ajouter la solution, c'est possible, mais c'est le lavage des mains en premier. Et puis à défaut, s'il n'y a pas de possibilité, on utilise la solution hydroalcoolique. D'accord. Alors, pour le personnel de santé, c'est vraiment très important. C'est vrai qu'on parle pour la population et tout cela. Alors, qu'en est-il pour le personnel de santé? Moi, je voudrais juste parler. Dans le personnel de santé, il y a le personnel de laboratoire. Oui. Tout à fait. Donc, le personnel de laboratoire, je souhaiterais quand même dire que ce n'est pas à l'occasion de cette épidémie de coronavirus que le laboratoire national de référence sur les virus respiratoires a été mis en place. Ce laboratoire, il a été mis en place en 2003. Donc, c'est un laboratoire qui fonctionne avec des techniques modernes et qui nécessite effectivement des compétences, des ressources humaines entraînées qui savent aussi se protéger. Parce qu'on peut se contaminer dans la population, on peut se contaminer au contact d'un malade, mais aussi les professionnels de laboratoire peuvent se contaminer avec les prélèvements des malades. Oui, donc, il y a aussi des mesures de biosécurité. Donc, en ce qui concerne le laboratoire de référence, le personnel est parfaitement entraîné et nous disposons d'équipements spécifiques, n'est-ce pas, comme les combinaisons, etc., pour pouvoir manipuler les prélèvements des malades en toute sécurité. Et nous avons un réseau de laboratoires régionaux en Côte d'Ivoire qui sont aussi capables de servir de relais, vous avez posé la question tout à l'heure, pour faire venir les échantillons dans des conditions de sécurité. OK, donc les professionnels de laboratoire de Côte d'Ivoire sont formés. Ils ont été notamment formés lors de l'épidémie d'Ebola, qui était beaucoup plus, je dirais, gravissime. Et donc, on a un maillon, n'est-ce pas, en ce qui concerne les professionnels de laboratoire pour prélever, pour transporter les échantillons et pour manipuler les échantillons. Ça, c'est ce que je voudrais dire pour les professionnels de laboratoire. Alors, il s'agit vraiment d'expliquer au mieux aux populations pour qu'elles comprennent. Il y a toujours... Je me fais vraiment l'écho sur ce plateau de la voix des préoccupations des Ivoiriens, permettez-le-moi. Alors, l'alcool serait considéré comme un remède contre le Covid-19. On en voit sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Alors, en Côte d'Ivoire, l'on cite, mesdames et messieurs, écoutez bien, le koutoukou, cette boisson locale frelatée qui contient un pourcentage d'alcool très élevé. Alors, quel commentaire faites-vous, expert, là-dessus? Merci de développer notre expertise jusqu'au niveau même de l'alcool. En fait, je vais commencer déjà par vous dire qu'en toute chose, l'abus d'alcool est nuisible pour la santé. Mais revenons à des réponses beaucoup plus sérieuses. L'alcool est un excellent produit pour inhiber toutes les matières organiques, y compris les virus, comme l'eau de Javel. Mais on ne va jamais demander à quelqu'un de boire de l'eau de Javel. Vous tuerez le virus, mais vous-même, vous allez vous tuer. Comprenez? À l'époque, au moment de l'infection à VIH, on nous avait aussi sorti cette boutade, le koutoukou, et chaque pays a son alcool. Il disait que ça tuait. Mais il ne faut même pas qu'on s'amuse à plaisanter. L'alcool, et on a de l'alcool dans le koutoukou à près de 70 degrés, ça va créer des dommages à l'organisme. Et le professeur Beignet va peut-être pouvoir vous relater ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps dans une commune d'Abidjan, pas loin de Bencherville.
Et il ne faut pas que les populations s'amusent à dire, à penser un tant soit peu, que l'alcool peut bloquer une infection virale, quelle qu'elle soit, et dans le cas d'espèce, le Covid-19. Ça ne servira à rien, sauf à leur faire du mal. Je pense que Beignet a cet exemple. On a eu plus de morts qu'autre chose. Oui, il faut dire que en la matière, il y a tellement de rumeurs qui circulent. Et je pense qu'on doit faire très attention. On doit éviter de diffuser ces rumeurs-là qui sont de nature à créer la panique au sein de la population. Le professeur Euli l'a dit tout net, il faut s'en méfier, il faut se méfier de l'alcool. Quand on sait qu'on a vécu deux situations dramatiques en 2019, à Bata, vous vous souvenez, cette intoxication qui a causé une dizaine de morts au Koutoukou, justement. Oui. Et ça, c'était en juillet. Et en septembre, il y a eu encore la situation de Angoussé, non loin de Koussou, avec 2 décès. Donc voilà des situations qui sont dramatiques et qu'il faut éviter vraiment de confondre avec la réalité. Oui, effectivement. Oui, monsieur le ministre. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a formé les ressources humaines qu'il faut dans tous les domaines, et particulièrement dans ce domaine scientifique, médical. Je pense que votre émission nous donne l'occasion de dire aux Ivoiriens qu'en pareille circonstance, surtout quand ça concerne l'état de santé des populations, nous leur demandons d'aller vers les bonnes informations plutôt que de se contenter de ces rumeurs-là. Alors, merci bien, monsieur le ministre. Alors, le Covid-19 se transmet aussi au contact d'une personne infectée ou de tout objet ayant été en contact avec une personne infectée à l'image du virus Ebola. Alors, on constate que seulement quelques grands rendez-vous ont été reportés. Alors, est-ce qu'il ne faut pas interdire les rassemblements, le temps de laisser passer la vague? Est-ce qu'il ne faut pas? Bien, mais... Entre mesures de prévention. Non, le gouvernement apprécie. Hein. Vous savez, il y a un grand rendez-vous, comme l'avait dit, qui a été reporté. Oui. Celui de mardi, lundi et mardi prochain. Le gouvernement a fait reporter. Par contre, Massa a eu lieu parce que la disposition a été prise. D'abord, il faut savoir que quand le gouvernement avait donné son accord, la maladie était encore très loin de notre pays. Hein. C'est pratiquement la veille que nous avons eu écho du cas du Sénégal et puis maintenant du Togo également. Donc, il n'y avait pas, c'était pas rapproché de nous, mais je dois dire que le dispositif qui est en place est efficace. Le dispositif qui est en place a permis de retracer tous les invités de Massa, et nous savons dans les hôtels où il habite, nous les avons tous. Les Canadiens sont les plus nombreux, après vous avez les Belges, nous les avons tous, et ils sont suivis par l'équipe d'intervention rapide. Nous allons jusqu'à prendre leur température quand ils sont là. Donc les grands rassemblements peuvent se poursuivre. Donc pas forcément, je dis ça s'apprécie. Pas forcément, ça s'apprécie. Voilà. Alors est-ce qu'on peut interdire, est-ce que le gouvernement pourrait interdire, par exemple, le chemin de croix? Voilà. Les questions, ce sont les questions que les Ivoiriens se posent. Madame, si vous avez le ministre sur votre plateau, dites-lui, est-ce qu'ils vont interdire le chemin de croix? Alors, je vous pose la question, monsieur le ministre. C'est vrai que je représente le gouvernement, mais comme nous ne sommes pas en conseil ici, je n'ose pas donner une réponse du gouvernement. Non, je pense que pour l'heure, le plus important, c'est de savoir que le gouvernement a pris conscience qu'il faut que le dispositif qu'il a demandé de mettre en place fonctionne et il veille à cela. Et je crois que votre mission s'inscrit dans cette volonté du gouvernement. Tout à fait. D'accord. Alors, un autre point, alors vous le savez, des pays ont interdit certains vols. Alors, y a-t-il des dispositions à prendre pour les voyageurs qui veulent entrer en Côte d'Ivoire? Ils ne sont pas encore en Côte d'Ivoire, ils sont peut-être en Chine, ils sont au Japon, ils sont en France, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises dans ce sens-là? Bon, ce qu'il y a, c'est que nous collaborons avec les différents pays, notamment les pays à haut risque. Nous sommes, par exemple,
en contact régulier avec notre ambassadeur à Pékin. Tous les jours, pratiquement, nous nous téléphonons et nous envoie des messages, comme nous sommes en contact également avec l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, de même que l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire. Tout ceci pour que nous ayons les bonnes informations et savoir comment manœuvrer pour que notre dispositif ne soit pas mis à défaut. Mais vous savez, après cette menace, nous allons vivre. Vous voyez, la vie ne va pas s'arrêter après cette menace. Donc, toutes les décisions que nous prenons, nous devons faire très attention. Nous devons être prudents, nous devons être vigilants, mais en même temps, nous devons faire en sorte de ne pas créer des situations scandaleuses. Bien. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur RTI 1. Oui, allez-y. Oui, alors, vous voulez dire quelque chose? Monsieur le ministre, je voulais dire que monsieur le ministre l'a très bien dit. Le règlement sanitaire international, qui est un règlement que 196 pays ont signé, qui dit que chaque État doit faire en sorte qu'il ne reçoive pas une maladie de l'extérieur. Non seulement il doit faire en sorte qu'il ne reçoive pas une maladie de l'extérieur, mais qu'il n'en exporte pas. Et le règlement sanitaire international ne demande pas de restrictions, ni de restrictions pour les voyageurs, ni de restrictions pour la circulation des biens. Donc, en cela, la Côte d'Ivoire est dans cette logique. Et monsieur le ministre l'a dit très clairement. Tiens, alors, donc, je le disais, vous êtes en direct sur RTI 1 et vous suivez l'édition spéciale consacrée au Covid-19 connu sous le nom de coronavirus. Alors, tous les pays du monde préparent ces réponses. En Côte d'Ivoire, aucun cas de Covid-19 n'a été encore enregistré. Alors, des numéros verts sont disponibles, 143 et le 101, pour signaler tout cas qui vous semble correspondre aux symptômes du Covid-19. Ces numéros sont fonctionnels et gratuits. Alors, à l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire prépare donc ses réponses à la maladie. Des tournées aux frontières pour un contrôle du dispositif sanitaire ont eu lieu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, au poste frontalier de Noé, dans le sud du pays, en passant par le port d'Abidjan. Alors, le ministre de la Santé a multiplié les visites de terrain pour s'assurer des mesures prises par l'État afin d'éviter l'entrée du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Alors, suivons cet élément proposé par Salima Toudia. C'est un vol comme tout autre qui atterrit sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Seulement, celui-ci est considéré comme un vol à risque. Il provient d'un pays touché par le coronavirus. Les passagers se soumettent au dispositif de contrôle sanitaire mis en place par les autorités pour éviter tout cas de contamination. Gel hydroalcoolique, contrôle à pistolet thermique ou caméra thermique détecteur, le système d'alerte est activé. Un contrôle qui se fait sur l'œil vigilant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Sur ce navire porte-conteneurs en provenance de Singapour à quai aéroport autonome d'Abidjan, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient échanger avec les membres de l'équipage qui ont été soumis à un contrôle sanitaire en mer. Au poste de Noé, à la frontière ivoiro-ghanéenne, ce vendredi, le ministre Aka Awele est venu constater les dispositions prises au niveau des voies terrestres pour empêcher l'entrée du Covid-19 en territoire ivoirien. Les établissements sanitaires et les salles d'isolement mises en place en cas de suspicion du Covid-19 ont été visités par le ministre qui veut s'assurer que les moyens sont disponibles pour la prise en charge des malades. Une dizaine de portes d'entrée a été identifiée et une tournée est prévue pour vérifier les dispositifs de contrôle des passagers, notamment à l'ouest et au nord. Le ministre a sensibilisé les populations au strict respect des mesures de prévention.
Voilà, c'était le point du contrôle sur le terrain. Cela s'inscrit dans le cadre des activités menées par l'État ivoirien pour contrer le Covid-19. Alors, mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, aucun cas de Covid-19 n'a été identifié. Des numéros verts sont disponibles, le 143 et le 101, pour signaler tout cas qui vous semble correspondre aux symptômes du Covid-19. Ces numéros sont donc fonctionnels et gratuits. Alors, dans ce reportage que vous avez pu voir, parmi les mesures citées, il y a la surveillance épidémiologique avec le dispositif de contrôle des passagers qui a été mis en place aux différentes frontières. Alors, en quoi cela consiste exactement? Est-ce que vous pouvez développer pour que les Ivoiriens comprennent de quoi il s'agit exactement? Ah oui, professeur. Alors, le dispositif, je l'ai dit tout à l'heure au niveau de l'aéroport, c'est de faire en sorte que tout passager qui arrive systématiquement soit screené, c'est-à-dire soit dépisté, qu'on prenne sa température, parce que la température, c'est un élément important. Vous savez, la fièvre fait partie des signes importants de cette maladie. Donc, on vérifie sa température. Ensuite, on lui demande d'utiliser le gel. Et après le gel, on lui demande de déposer la fiche et de partir. Mais ce que nous avons mis en place, que le ministère a mis en place au niveau de l'aéroport, plus particulièrement, quand le passager arrive, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un passager qui n'a pas présenté de fièvre et qui a fait le circuit normal, qui est parti chez lui à la maison. Mais du fait qu'il vient d'un pays à risque, automatiquement, il est identifié et il est suivi. Chez lui à la maison, on lui conseille de prendre la température 2 fois par jour. Et on l'appelle régulièrement. Et si jamais il présente un signe, on lui demande d'appeler au numéro que vous avez donné tout à l'heure. Et automatiquement, une équipe se rend chez lui pour aller l'examiner et puis surtout pour faire un prélèvement. Et là, il y a deux cas de figure. Si le prélèvement est négatif, il n'y a pas de problème. On le suit pendant les 14 jours. Mais si le prélèvement est positif, automatiquement, on le prend avec une ambulance médicalisée, avec le SAMU, qui s'occupe de ce volet-là au niveau des équipes d'intervention rapide, et il est envoyé au service des maladies infectieuses pour une meilleure surveillance et pour une prise en charge correcte. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, dès qu'il arrive à l'aéroport, il présente la fièvre. Et c'est sûr que les caméras thermiques vont se déclencher. Et quand les caméras se déclenchent, on vérifie à plusieurs reprises. Mais la particularité de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on vérifie à 2 reprises, avec la caméra à balayage et après avec le pistolet à infrarouge. Donc, s'il y a une concordance avec les deux, ça montre vraiment que la personne a une hyperthermie. On la met de côté et c'est l'ambulance du SAMU qui vient la chercher pour l'envoyer, comme on est à l'aéroport, pour l'envoyer au niveau de la cellule pandémique. Le temps qu'on l'examine, qu'on fasse le prélèvement et on attend les résultats. Dans les 4 heures, on a les résultats et si le résultat est négatif, évidemment, on libère la personne, elle va chez elle à la maison, mais on continue de la surveiller pendant les 14 jours avec une prise de température. Parce qu'on ne sait pas encore si c'est... Oui, on ne sait pas, puisque la période d'incubation, c'est 14 jours. 14 jours, oui. Voilà. Alors, si le résultat est positif, ça revient au même cas de figure que j'ai dit tout à l'heure. On l'envoie au service des maladies infectieuses où des salles d'isolement sont prévues avec une équipe qualifiée pour la prendre en charge de cette personne. Bien, ça c'est le cas de l'aéroport, n'est-ce pas? Alors, on va prendre le cas des frontières terrestres. Comment ça se passe concrètement? Alors, au niveau des frontières terrestres, c'est la même chose. Quand les cars arrivent, on fait descendre les passagers, on vérifie la température systématiquement. Et on leur demande aux passagers d'utiliser le gel et de faire même le lavage des mains. On a des dispositifs qui sont à ces frontières-là, que ce soit à l'Aléraba, que ce soit à Pogo, que ce soit à Noé, on a tous ces dispositifs. Et si la personne est positive, nous avons des zones d'isolement. Là-bas, sur le site? En tout cas, sur le site et puis au niveau de l'hôpital. Monsieur le ministre, la dernière fois, a demandé aux directeurs départementaux et directeurs régionaux de clairement identifier les sites
au niveau des structures qui pourraient accueillir des éventuels cas. Donc, toutes ces dispositions sont prises. Et il y a un service qui sera dédié à ça, qui est dédié à ça, je dirais. D'accord. Alors, une autre question. C'est vrai que toutes les portes d'entrée, comme vous l'avez si bien dit, sont filtrées, sont équipées de ce dispositif-là. S'il arrivait que qu'une personne contracte le virus et elle est chez elle à la maison, c'est vrai, il y a les numéros verts et tout cela, mais le temps, oui, le temps qu'on réagisse et tout ça, cette personne-là aurait peut-être déjà pu contaminer toute la famille. Est-ce que cette éventualité-là est, je vais dire, est analysée par vos services? C'est le cas concret. Oui, merci beaucoup de nous mettre en exercice. Oui, en exercice. En voilà. exercice, c'est une excellente chose qu'on n'a pas pour le moment. Oui. D'abord, on revient à ce qu'on dit. Pour qu'un cas soit confirmé, il faut que l'Institut Pasteur ait reçu le prélèvement. Il ne peut pas être confirmé en autoconfirmation. En autoconfirmation. Ce cas n'existera oui. pas. Mais quand il n'est pas confirmé en autoconfirmation, mais toute la famille, on veut savoir, c'est vrai qu'ils vont appeler le numéro vert pour vous appeler, mais le temps qu'on vous appelle, toute la famille est peut-être déjà... Je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'est un cas qu'on a dépisté, mais qui avait eu le temps d'être en contact avec sa famille. C'est bien ça. Puisqu'on a 2 semaines d'incubation. Très bien. Mais ce cas-là, qu'on aura amené aux maladies infectieuses, et on verra en fonction de la situation qui va évoluer, si on a plusieurs cas, pour le moment, on est dans une situation où on n'a pas d'introduction de virus, on n'est pas dans une situation de contrôle de la propagation, on est dans une situation de non-introduction de virus dans le pays. S'il y a un cas, par exemple, la famille, les cas contacts, c'est ce que vous appelez les cas contacts, seront surveillés. Oui. Seront surveillés. Seront surveillés. Et avec des prélèvements ou au moins de symptômes, on va les prélever et on va les amener dans le service dédié à la prise en charge, qu'on soit à Abidjan. Professeur Beignet vous l'a bien dit, le ministre a insisté, dans tout le territoire national, il y a des endroits pour prendre en charge. On ne déplace pas le virus. Le virus, il est où il est pris en charge. C'est la mobilité des personnes qui fait qu'il y a la propagation de la maladie. Oui, monsieur le ministre. Je crois qu'il y a des moments où, quoi qu'on dise, il faut faire appel à l'esprit de discipline du citoyen. Par exemple, dans le CAC qui avait été porté à la connaissance de la population ivoirienne dès le début, le 25 janvier, il faut reconnaître que l'intéressé a collaboré. Depuis le Cotonou, elle s'était signalée elle-même et elle avait demandé à sa famille de lui réserver une chambre à l'hôtel parce qu'elle ne voulait pas aller en famille, puisqu'elle était dans un cas suspect. Donc c'est comme ça que maintenant le ministère est intervenu, les services justement de santé sont intervenus. Donc moi je pense que face à une telle situation, il faut également que nous annoncions des mesures d'éducation de la population, des mesures de discipline pour qu'il y ait une bonne collaboration, pour que le système marche. Quel que soit le dispositif en place, s'il n'y a pas d'esprit de discipline, je crains qu'effectivement tout passe par des mailles qu'on ne pourra pas contrôler. Évidemment. Alors, oui, professeur. Je pense qu'il convient quand même de rappeler que le laboratoire travaille 24 heures sur 24. Pas plus tard qu'aujourd'hui, qui était dimanche, ils ont travaillé. Samedi aussi, hier, ils ont travaillé. Donc le laboratoire travaille 24 heures sur 24. Dès qu'on a l'alerte avec le service, l'Institut national d'hygiène publique, on a une alerte SMS qui nous alerte qu'il y a un malade suspect et qu'on va recevoir les échantillons. Il faut aussi dire que les analyses sont faites gratuitement. On ne fait payer personne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est déclenché par l'Institut national d'hygiène publique, par le système, les analyses sont faites gratuitement. Mais les analyses aussi sont faites gratuitement, même si ce sont des patients qui sont hospitalisés dans des cliniques privées, n'est-ce pas? Et il faut aussi dire que ces analyses-là, ça a un coût. Ce sont des analyses qui mettent à la disposition de la population des techniques qui sont faites aussi
en Chine, en France, etc. Le protocole technique qui est réalisé en Côte d'Ivoire, c'est le même protocole technique qui est réalisé à Paris, qui est réalisé en Chine, aux États-Unis, etc. Donc, on met aussi cette technologie-là à disposition des populations. Et cette technologie, elle est mise gratuitement. Le dernier point, c'est qu'on ne se contente pas de rechercher seulement le coronavirus. On recherche aussi les virus de la grippe. Donc, pour ce qui s'est passé dernièrement, il y avait 4 personnes qui sont venues par le vol SN-Bruxelles, qui ont été mis dans la cellule pandémie à l'aéroport. Et bien, sur ces 4 personnes, il y avait une personne qui avait la grippe. Donc, on ne se contente pas de faire seulement le coronavirus, on recherche aussi la grippe et d'autres virus respiratoires. Et ça, c'est fait gratuitement et ça a un coût. C'est pour cela que le gouvernement, effectivement, comme a dit M. le ministre, a débloqué une somme importante. Mais si nous avons une quantité importante de cas, nous aurons certainement quelques difficultés. Oui, monsieur le ministre. Oui, non, je voulais dire que c'est peut-être le lieu de rappeler que tout se fait avec l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Je crois que le professeur Mireille Dessau fait bien le dire, selon l'approche Une seule santé. Oui. Donc il n'y a pas que le ministère de la Santé seul. Vous avez le ministère des Ressources animales, et bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc tout ça mobilisé, je crois que et on arrive maintenant à la synergie d'action. Alors, donc, il y a une convergence des actions posées conjointement par le ministère de la Santé, par le Centre des opérations d'urgence publique, par aussi l'Institut. Alors, comment se fait, je vais dire, toute cette méthode de travail-là pour que la machine soit huilée, pour que les équipes soient prêtes au point d'intervenir à temps? Oui, professeur Vraud. Alors, il faut dire que, monsieur le ministre a dit, le concept One Health ou une seule santé crée cette synergie. Et avec les différents ministères, sous la haute autorité de monsieur le Premier ministre, cette synergie s'est faite au niveau des différents ministères. Et à l'occasion de l'épidémie à coronavirus, nous avons, depuis le 25, qu'on a eu le premier cas suspect, nous avons des réunions tous les mardis. Et au cours de ces réunions, tous ces ministères sont représentés, avec même les partenaires. Donc chacun a son rôle à jouer et nous faisons le point de la situation et nous rectifions certaines stratégies. Et auparavant, le matin, monsieur le ministre même aurait donné des instructions pour l'orientation de la stratégie. Et donc, à l'issue de ça, nous prévoyons, commission par commission, comment chaque commission doit travailler pour faciliter cette synergie d'action. Aussi bien du point de vue logistique, du point de vue de la communication, du point de vue de la coordination, du point de vue du laboratoire. Toute cette synergie s'est faite parce que nous travaillons ensemble depuis une bonne période et cela s'est fait vraiment parce que nous nous connaissons. Au niveau des différents ministères, il y a des points focaux qui ont été clairement identifiés. Disons qu'il y a ce qu'on appelle un peu une task force qui bénéficie d'une coordination. Et dans cette task force, vous avez bien sûr l'Institut Pasteur, vous avez le service des maladies infectieuses de Tréville, vous avez l'INHP, vous avez également, il y a un grand absent, c'est le responsable des SAMU également qui est là. Donc c'est toute une équipe donc, qui travaille. Bien. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur RTI 1 et vous suivez l'édition spéciale consacrée au Covid-19, connue sous le nom de coronavirus. Alors, tous les pays préparent leur réponse. En Côte d'Ivoire également, aucun cas de Covid-19 n'a été identifié. Le pays se prépare à toute éventualité. Les numéros verts sont disponibles. Ce sont le 143 et le 101. Le 143 et le 101, pour signaler tout cas qui vous semble correspondre aux symptômes du Covid-19. Ces numéros sont donc fonctionnels et gratuits. Alors, messieurs, madame, c'est vrai, il est vrai que les cas ne sont pas nombreux en Afrique, mais la psychose qui s'installe amène les populations à s'interroger. Alors, pourquoi, les Ivoiriens se posent des questions, pourquoi
Tout simplement, ne pas empêcher les Togolais, les Sénégalais ou les Chinois d'entrer sur le sol ivoirien. Pourquoi? Oui, professeur. Vous avez oublié les Ivoiriens aussi. Bon, enfin, oui. Puisque vous dites pourquoi ne pas empêcher les Togolais, les Chinois, vous avez oublié les Ivoiriens aussi. Donc pourquoi ne pas empêcher tout le monde d'entrer sur le sol ivoirien? Ce n'est pas comme ça qu'on empêche l'introduction d'une maladie. C'est vrai qu'on a tous en tête Ebola. Ebola, c'était 3 pays frontaliers avec un taux de transmission, je ne dirais pas plus élevé que celui du corona, mais une mortalité qui est pratiquement 15 fois supérieure à celle que l'on a avec le Covid-19. Mais dans le monde dans lequel on est, dans le monde d'échange, on ne peut pas empêcher certaines personnes d'entrer, comme on pourrait aussi nous empêcher, nous, de partir à l'extérieur. Je crois que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de développer des mesures de prévention, des mesures de protection, des mesures de contrôle qui font qu'on va éviter qu'il y ait une introduction de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et même si, par extraordinaire, il y a un cas, on va contrôler. Je peux me permettre de dire ici qu'on va contrôler, il n'y aura pas plus de cas que ça. Voilà. À ce niveau-là, soyez rassurés. Je crois que le ministre l'a dit tout à l'heure, il y a des fondamentaux. On n'a qu'à chaque fois, ça existe depuis, Mme Dousso l'a dit, Zika, Ebola. La dernière fois, on a eu une épidémie à l'intérieur du pays, on réactive. Et dès qu'on nous dit qu'on réactive, la task force se met en place. Et la task force n'est pas représentée que par les 3 personnes qui sont autour de cette table, les 4 personnes. Nous avons aussi des collaborateurs avec qui on travaille, qui sont sur le terrain. Et n'ayez pas de crainte. Il n'y aura peut-être pas de Covid, mais même s'il y a un cas, ça ne va pas avoir la propagation que vous voyez à travers la presse. Je dirais que ce n'est même pas ivoirien que de refuser de recevoir des frères. Monsieur le ministre, ce sont les Ivoiriens qui se posent ces genre de questions. Oui, non. J'ai dit, mais pourquoi Je dis ce comportement. Oui, n'est pas ivoirien. La Côte d'Ivoire demeurera toujours un pays d'hospitalité. Alors, donc, que dit donc... C'est pour ça qu'on prend les dispositions pour éviter justement que la maladie pénètre. Bien. Alors, que dit la coordination sous-régionale à ce sujet? J'espère que... C'est vrai qu'il y a une plateforme nationale, mais il y a aussi, face à cette pandémie-là, une plateforme sous-régionale, régionale en Afrique. Alors, comment se fait la collaboration? Il y a une très bonne... Parlant de plateforme régionale, peut-être vous faites allusion à l'Organisation ouest-africaine de santé qui existe, qui a d'ailleurs très tôt organisé une rencontre à Bamako avec l'ensemble des ministres de CEDEAO. Mais qui a décidé de ne pas fermer les frontières. Tout à fait. Oui. Mais il y a également l'OMS, la Côte d'Ivoire est partie prenante de l'Organisation mondiale de la santé, qui est représenté ici, son représentant résident, avec nous à toutes les réunions que nous tenons tous les mardis. Tout ça, et c'est un peu la structure qui conseille quand même le gouvernement en matière de santé, voyez-vous. Donc il y a une excellente collaboration qui fait que je pense qu'il faut capitaliser tout ce qu'on peut nous apporter pour aller à l'essentiel, voilà, et éviter de s'engouffrer. Est-ce qu'il y a des réunions qui se tiennent? Il y a des partages d'informations sur des cas, sur les passagers et tout cela? Oui, professeur Vro. Oui, comme je le disais à l'occasion de cette réunion de coordination de mardi, nous avons ce qu'on appelle la situation, l'état de la situation, donc la situation de l'épidémie ailleurs. Et puis ce que nous faisons, nous partageons ça ensemble. Ça fait l'objet d'un journal que M. le ministre lui-même valide et qui est diffusé aux partenaires. Donc c'est à partir de ces informations que tout le monde est vraiment au même niveau d'information. Et je dois dire que tout ça fait l'objet d'une note adressée régulièrement à M. le Premier ministre qui valide et ensuite au Conseil des ministres. Donc c'est une affaire qui est suivie au plus haut niveau, voyez-vous. Donc, je puis dire que la population peut être rassurée. Oui, professeur Dousso. Je voulais juste compléter par rapport aux collaborations au niveau de la région ouest africaine. L'Organisation ouest africaine de la santé a mis les laboratoires nationaux en réseau.
Donc, ce qui permet vraiment de faire circuler les informations. Mais il faut quand même dire, dans ce cas particulier d'épidémie à coronavirus, le premier cas date depuis début décembre, mais 4 semaines plus tard, nous avons eu tous les protocoles, justement, pour pouvoir faire les tests. Et c'est un formidable réseautage international qui a permis d'avoir très rapidement tous les protocoles et tous les réactifs pour faire les premiers tests. Et donc, il y a vraiment une solidarité, non seulement régionale, mais il y a eu une solidarité mondiale pour faire accéder les pays, justement, au diagnostic de laboratoire. Et progressivement, l'OMS fait la liste des laboratoires au niveau du continent africain qui ont la capacité de faire ce diagnostic-là. Donc, vraiment, dans cette épidémie-là, il y a eu une formidable collaboration, en tout cas en ce qui concerne les tests de laboratoire. Alors, Monsieur le ministre, alors, ça a dû coûter quelque chose comme à la Côte d'Ivoire pour pouvoir se préparer et tout ça pour donner une réponse équivalente à ce virus-là, à ce que le virus n'entre pas en Côte d'Ivoire et tout cela. Ça a coûté combien, tout ça? D'abord, il y a eu très tôt, nous avions fait un budget d'urgence, mais à ce jour, nous avons un plan de riposte contre le Covid-19 que nous avons estimé à 4 milliards, 400 et quelques millions. Mais pour vous dire que les autorités suivent de près ce dossier, son Excellence le Président de la République a estimé que ce budget doit être revu à la hausse. Donc nous sommes en train de le réajuster parce que ça a des impacts économiques formidables. L'économie du pays va prendre un coup. Et même la Banque mondiale également. Et je pense que c'est le sens des instructions que le Président de la République nous a données. Le Fonds monétaire, plutôt international, et la Banque mondiale nous ont demandé effectivement de préparer un budget justement qui prend en compte l'impact que Covid-19 va avoir sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en train de le faire. Nous avons reçu les instructions au dernier conseil. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais pour l'heure, le budget de riposte est de l'ordre de 4 milliards 400 millions de francs et 640 millions ont été déjà mis à notre disposition par le gouvernement. Également, il y a la Banque mondiale qui a donc contribué, qui veut contribuer pour 340 millions de francs CFA également. Et l'Agence française de développement également s'est engagée également à contribuer, voyez-vous. Donc, il y a beaucoup de... tout à l'heure, le professeur Mireille Dessau parlait de solidarité au plan international. C'est extraordinaire. Et l'OMS nous a fait déjà don de matériel la semaine dernière lors de la réunion que nous avons eue avec l'ensemble des directeurs régionaux et directeurs départementaux. Le représentant résident a fait don de matériel, notamment pour le personnel de santé. Donc, il y a là un élan de solidarité extraordinaire qui nous permet d'être parfaitement à l'aise pour appliquer notre plan. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler d'un moment à l'autre des retombées économiques de cette situation de coronavirus. Mais avant, est-ce que ce n'est pas le moyen là de pouvoir peut-être saisir cette occasion pour peut-être équiper les hôpitaux et tout ça? Est-ce que c'est vraiment c'est le côté peut-être positif? Non, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas attendu le coronavirus pour équiper. En matière de riposte contre le coronavirus, c'est ce que je veux dire. Tout à fait, c'est ce que nous faisons. Tous ces moyens qui sont mis à notre disposition, et même avant, j'ai dit déjà, des équipements sont déjà mis à la disposition des équipes d'intervention rapide. Ça a été dit tout à l'heure par le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Donc, c'est fait, mais on va renforcer. Puisque la menace est là. Au moment où on dotait les centres des premiers équipements, la menace était encore loin de nous, mais maintenant, ça vient à la porte c'est au niveau de l'Afrique subsaharienne, donc nous nous préparons à le faire. Alors, et je vous ai dit tantôt que le président estime que 4 milliards et quelques, c'est peu. C'est peu, il faut revoir le budget. Voilà.
Alors, parlons des retombées économiques. C'est vrai que peut-être que vous n'êtes pas le ministre de l'économie et des finances, mais sûrement vous êtes, je vais dire, en relation avec vos collègues ministres. Alors, comment le marché se comporte-t-il face à cette situation? Mais les retombées économiques, il faut les voir clairement. Vous savez, il devait y avoir quand même cette rencontre importante avec des chefs d'État. CO de lundi et mardi, qui a été annulé. Ça a des retombées, c'est incontestable. Des réservations de chambres ont été faites dans les hôtels, etc. Tout ça est annulé. Donc, c'est ça. Vous savez, l'Asie, et particulièrement la Chine, qui est beaucoup touchée, c'est quand même un de nos gros partenaires. C'est l'un des partenaires importants des pays africains. C'est pour ça qu'on n'est pas tellement d'accord quand on dit de fermer les frontières. Qu'est-ce que ça va devenir si un pays ferme ses frontières, voyez-vous? Donc, il y a un ralentissement de l'économie mondiale, c'est sûr. C'est des grands pays comme les États-Unis, la France ont essayé de chiffrer. Quand on ferme des écoles entières, ce n'est pas seulement économie, mais même pour l'avenir de nos enfants. Quand les enfants ne vont pas à l'école, on ferme à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans les mesures que nous prenons. Voilà. Alors, une question qui est, ma foi, très importante, qui touche une partie des Ivoiriens qui se trouvent dans la zone où a commencé, où s'est déclenché le coronavirus. Alors, une centaine d'étudiants ivoiriens, dès le début de la pandémie, ont été assistés à Wuhan, en Chine. Voilà, Wuhan, en Chine, c'est la ville où le coronavirus est déclenché, l'épicentre même de la crise sanitaire. Alors, ils ont réclamé leur rapatriement. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur le ministre? Ils sont encore là-bas, Dieu merci. Il n'y a pas de cas de contamination de ces jeunes. Le gouvernement a apporté l'appui qu'il faut. Et ils sont surveillés étroitement par notre ambassade. Notre ambassadeur, nous avons un ambassadeur de Sceaux qui est vraiment très, très, très actif. Et tous les matins, vous savez, avec le décalage horaire, tous les matins à 7 heures, moi, je suis en contact avec notre ambassadeur et certainement le ministre des Affaires étrangères également. Pour le moment, ils sont en sécurité. Je sais où vous voulez en venir, leur dire de venir. Est-ce que c'est la solution? Non. Ils sont en sécurité. En fait, on voulait savoir quelle est la possibilité. Est-ce qu'il y a une possibilité de leur rapatriement? C'est un choix qu'on fait. Aujourd'hui, de toute façon, on a 800, je crois, on a à peu près 820 Ivoiriens en Chine. Le gouvernement n'a pas fait le choix de rapatrier les étudiants qui sont là-bas et leur apporte assistance, le secours qu'il faut, l'appui qu'il faut pour leur permettre de tenir. Mais la ville est confinée, Wuhan est confinée. Comment ont-ils accès à la nourriture? Comment ont-ils accès aux vivres? Comment ça se passe concrètement, monsieur le ministre? À ce jour, nous n'avons pas connaissance de décès par manque de vivres. Donc ça veut dire que tout se passe bien. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur RTI1, vous suivez l'édition spéciale consacrée au coronavirus. Alors, tous les pays du monde entier préparent leur réponse face à cette pandémie. En Côte d'Ivoire, aucun cas de Covid-19 n'a été identifié. Des numéros verts sont disponibles. Ce sont le 143 et le 101, le 143 et le 101 pour signaler tout cas qui vous semble correspondre aux symptômes du Covid-19, ces numéros sont fonctionnels et gratuits. Alors, évidemment, vous avez dit, la Chine est notre partenaire, la France également, l'Italie et tout cela. Alors, comment se fait la collaboration avec tous ces pays qui sont vraiment touchés aujourd'hui par le coronavirus? Très bonne collaboration. Je pense qu'au risque de me répéter, personnellement, au nom du gouvernement, et au nom du ministère de la Santé et des Hygiène publique, nous sommes en contact permanent, aussi bien avec les représentants de la Côte d'Ivoire dans ces pays qu'avec les représentants de ces pays en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire qu'il y a, par exemple, 4 jours,
j'ai dû passer près de 2 heures chez l'ambassadeur de Corée, ici, en Côte d'Ivoire, et nuitamment, je crois de 21h à 23h, nous sommes restés ensemble pour qu'il m'explique comment ça se passe en Corée. Parce que vous savez que la Corée a été beaucoup touchée parce qu'il y a l'esprit de secte là-bas, qui fait que lorsque ça rentre dans une communauté, ça peut aller très très vite parce que la communauté refuse de vivre de façon isolée. Tout ça. Donc les contacts sont bons. Ça fait partie justement des mesures qui sont prises au niveau du ministère de la Santé. Les contacts sont très, très, très bons avec les différents pays. Alors, professeur Joseph Beignet-Bivreau, alors nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut revenir encore sur les dispositions à prendre pour sensibiliser les populations, pour vraiment en appeler à leur responsabilité et tout cela? Oui, pour revenir aux mesures, les mesures que le gouvernement recommande aux populations, c'est des mesures d'hygiène, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut avoir l'habitude de se laver régulièrement les mains, à l'eau et au savon. Tout contact, si toute la journée, ou bien vous avez à saluer beaucoup de personnes, il faut vous laver les mains. Si vous arrivez chez vous à la maison le soir, après le travail, il faut vous laver les mains. Si vous arrivez au bureau, il faut vous laver la main. Il faut avoir l'habitude de laver les mains régulièrement et utiliser le gel éventuellement. Ensuite, il faut observer l'hygiène de la toux. Il faut tousser dans un mouchoir en papier, si vous en avez. Et quand vous finissez de tousser ou bien d'éternuer, il faut mettre ce papier dans la poubelle. Et si vous n'avez pas de mouchoir en papier, vous pouvez tousser dans le creux du coude. Et cela permet, en tout cas, de prévenir, de circonscrire la charge virale. Et puis, en cas de contact avec une personne qui est à risque, ou bien dans une situation de risque, il faut porter les bavettes. Il faut porter les masques, ce qu'on appelle les masques. Il faut porter les masques. Et puis, il faut aussi nettoyer. Si vous êtes au laboratoire, il faut nettoyer la paillasse. Si vous êtes à l'hôpital, il faut nettoyer régulièrement les paillasses de soins. Il faut aussi, devant un malade à risque, il faut porter également les masques. Ça, c'est des mesures qu'on doit pouvoir observer. Mais il ne faut pas non plus porter les masques à tout bout de champ. Il ne faut pas le faire pour le plaisir ou bien pour faire peur aux gens. Je pense qu'il faut le faire en cas de nécessité. Vous voyez, par exemple, en pareille circonstance au laboratoire, on ne peut pas se passer de masque. Il faut absolument le faire. Donc voilà des situations dans lesquelles il faut prendre ces dispositions. Et il faut surtout, Monsieur le ministre l'a dit, il faut respecter les règles. Quand on demande d'observer telle ou telle mesure, il faut l'observer. C'est à ce seul prix-là. Mais si on ne respecte pas les mesures, c'est sûr qu'on va s'exposer à la maladie. Donc il faut vraiment être observant des différentes mesures que l'État de Côte d'Ivoire préconise. Bien, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Vous avez quelque chose à ajouter avant que Monsieur le ministre termine? Bien, voilà, ouais, Monsieur le ministre, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Aujourd'hui, le Covid-19 est une menace mondiale. Alors, vous l'avez si bien dit que la lutte contre le Covid-19 en Afrique et même dans le monde est communautaire. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un appel à lancer à l'endroit des populations? Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est le lieu pour le ministre de la Santé de communiquer un peu sur les gros efforts qui sont faits par les plus hautes autorités de ce pays en ce qui concerne notre système de santé. J'ai pu dire que vraiment aujourd'hui, sous la haute autorité du président de la République et avec son leadership et sous la conduite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et avec son engagement, nous pouvons dire globalement que notre système de santé est en marche, est dans la bonne voie.
Cela d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui, parce que c'est depuis son accession au pouvoir, depuis 2011, que la santé a été considérée comme l'une des priorités des priorités. Et ce n'est pas étonnant, on a vu comment on a pu éviter l'entrée d'Ebola en Côte d'Ivoire. C'était quand même une performance, on doit le dire. Et cela d'ailleurs doit permettre aux Ivoiriens de faire confiance à leur système de santé, parce que la ressource humaine de qualité est là. Ce qui manquait fondamentalement, c'était ce qu'on appelle souvent le plateau technique, les infrastructures de base. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement est engagé dans la réhabilitation et dans l'équipement des établissements sanitaires avec le programme hospitalier important de plus de 800 milliards du président de la République, avec le programme social du gouvernement qui fait la part belle également à la santé, avec la couverture maladie universelle qui fait qu'aujourd'hui, les couches vulnérables de la population ont accès à la santé. Alors donc, avec tout ça, je pense que cela doit nous permettre de savoir que les dispositions qui sont prises également pour que la menace que constitue Covid-19, que cette menace pourra être écartée. Mais enfin, vous savez, tout dépend de Dieu, voyez-vous. S'il n'y avait pas Dieu dans une affaire comme ça, je dirais que nous sommes à l'abri de tout. Mais remettons-nous à Dieu pour que, comme ça a été le cas pour Ebola, que Covid-19 n'entre pas en Côte d'Ivoire avec les dispositions qui sont prises. Et c'est le souhait de tous les Ivoiriens que Covid-19 n'entre pas en Côte d'Ivoire. Alors, pour terminer, des numéros verts, je rappelle ces numéros. Des numéros verts sont disponibles, le 143 et le 101, pour signaler tout cas qui vous semble correspondre aux symptômes du Covid-19. Ces numéros sont donc fonctionnels et gratuits. Alors, Dr Eugène Akaoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Joseph Béné-Bivro, Mireille Dosso, Serge Éolier, merci à tous d'être venus sur le plateau de RTI1 pour apporter ces précisions et ces informations sur la question du Covid-19. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition spéciale Focus sur le Covid-19. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1. Nos programmes se poursuivent.